Bonjour Carole Delga. Bonjour. 2 milliards d'euros d'impôts pour les plus riches, 8 milliards pour les 300 entreprises qui font le plus gros chiffre d'affaires. 8 milliards, c'est un chiffre de l'ancien secrétaire d'État au budget Christian Eckert. Voilà ce qu'annonce le gouvernement. Est-ce que vous applaudissez ? Je pense que la France est dans une situation budgétaire extrêmement grave et il est nécessaire que l'impôt soit juste. Donc de par ces deux principes, il était indispensable, comme l'avaient réclamé depuis maintenant 2 ans les parlementaires socialistes, d'avoir une taxation des super-profits des grandes entreprises et puis d'avoir aussi une taxation des plus riches. Ça répond à ce que vous demandiez ? C'est-à-dire le principe répond dans ce que nous demandions, c'est-à-dire d'avoir un impôt plus juste, plus proportionné et que les super-profits soient clairement taxés. Aujourd'hui, vous avez un couple qui chacun gagne à peu près 2 000 euros net par mois. Ce couple-là, il n'est plus taxé proportionnellement qu'un couple qui est millionnaire. Donc il faut être très clair. Nous avons besoin de plus de justice fiscale et nous avons besoin aussi de recettes parce que les dernières années du macronisme ont vu la dette filer et nous sommes dans une situation extrêmement préoccupante. Pour bien comprendre ce que vous nous dites, est-ce que ces 10 milliards, grosso modo, c'est quelque chose que vous jugez suffisant ? Alors là, aujourd'hui, on va avoir quand même un détail beaucoup plus affiné sur le montant des recettes. Je me permets de vous rappeler que l'annonce est toute récente, que nous n'avons pas encore eu le détail des simulations qui a été fait. Donc sur le principe, je vous réponds, il était indispensable de taxer les super-profits des grandes entreprises et les plus riches. Sur les modalités précises, nous allons les étudier et on vous donnera une réponse argumenté et justifié. C'est clairement une forme d'habileté aussi de Michel Barnier. C'est un Premier ministre de droite qui fait ça. Oui, qui accessoirement annonce une hausse du SMIC également, et qui dit en même temps ce sera très dur, mais c'est frappant. Il dit, vous reprenez le mot juste, et c'est lui qui l'emploie aussi. C'est-à-dire que la situation budgétaire est extrêmement grave, puisqu'il y avait eu des notes d'alerte de la direction du budget, de la direction du Trésor. Ces notes d'alerte ont été ignorées par Bruno Le Maire, et aujourd'hui, nous avons eu des simulations sur la dynamique des recettes de l'État qui était surestimée. Donc là, nous avons la nécessité d'avoir des recettes qui soient plus fortes. Et dans la logique, ce sont les plus fortunés qui doivent payer, bien évidemment. Mais du coup, c'est dans son propre camp, non, Gérald Darmanin par exemple, où on s'inquiète de casser la croissance. Et pour le coup, vous vous retrouvez allié de Michel Barnier. Non, c'est une crainte que vous avez Non, moi je n'ai pas de crainte de casser la croissance. Ce qui est absolument nécessaire, c'est d'avoir un investissement dans le service public de l'éducation et également dans la santé. Parce que les chefs d'entreprise, aujourd'hui, moi sur le terrain, qu'est-ce qu'ils me demandent en premier ? C'est pas la question de l'imposition, c'est la question de la difficulté du recrutement. Tous les secteurs ont du mal à recruter, que ce soit le secteur du BTP, que ce soit le secteur des maisons de retraite, des hôpitaux. Peut-être qu'ils ne vous parlent pas de l'imposition parce qu'elle n'a pas bougé ces dernières années aussi. Non, ce que veulent les chefs d'entreprise, c'est avoir des personnels qui soient formés pour répondre à la demande. Nous avons vraiment cette difficulté en France et c'est par la formation, par l'investissement dans l'éducation qu'on répondra à cette problématique. Mais malgré tout, Carole Delga, je reviens sur la question des impôts. Vous avez l'air de, même si vous ne le dites pas de façon si claire que ça, mais vous avez l'air plutôt de soutenir ces mesures d'impôts sur les entreprises et sur les ménages. Mais pourtant, il est peu probable que le PS les vote. Mais dans tous les cas, on va avoir une vision globale dans le cadre du projet de loi de finances. On peut aussi voter mesure par mesure au Parlement. Oui, mais après, il faut qu'on ait aussi une vision globale de savoir à quoi vont être affectées ces recettes supplémentaires. Mais sur le principe, je ne vois pas en quoi vous êtes étonné qu'une socialiste valide le principe. Non, mais valide un petit peu, puisque c'est la censure d'emblée. Donc, non, mais valide le principe d'avoir une imposition plus juste. Ensuite, sur la question de la censure du Premier ministre, ce que nous censurons, c'est le choix du président de la République de ne pas respecter le vote des Français et de ne pas avoir choisi une personnalité de gauche à la tête du gouvernement. Tout cela, c'est très cohérent. Presque de gauche, en tout cas, certaines mesures. Non, soyons précis. Voilà. Vraiment, nous avons un Premier ministre de droite et le Parti socialiste
refuse de valider le choix du président de la République qui ne respecte pas le vote des Français. Ce n'est quand même pas anodin. Qu'est-ce que nous ont dit les Français ? Qu'ils ne voulaient plus des politiques macronistes, qu'ils ne voulaient pas de l'extrême droite. Et dans le Front républicain, il y a eu une tendance majoritaire pour la gauche. Il était donc respectueux pour les Français d'avoir un Premier ministre ou une Première ministre de gauche. Bon, le président de la République n'a pas fait ce choix. Oui, on y reviendra. On parlera de la gauche plus tard, mais alors, si on continue à dérouler ce qu'il a pu dévoiler hier soir sur France 2, Michel Barnier, il parle des fonctionnaires, et là vous allez peut-être être moins d'accord. On va fusionner des services publics, sans doute ne pas remplacer tous les fonctionnaires quand ils ne sont pas en contact direct avec les citoyens, ceux qui partent en retraite en tout cas. Est-ce qu'il y a des services publics qui peuvent encore être fusionnés pour gagner en efficacité selon vous ? Je pense qu'en premier, il faudrait que Michel Barnier s'attaque aux doublons et mette en œuvre un pays beaucoup plus décentralisé, et donne plus de pouvoir aux collectivités locales. Je suis également présidente des régions de France et nous savons très bien que quand la décision est rapprochée du terrain, il y a une plus grande efficacité, bien sûr, en termes de deniers publics, mais il y a aussi une plus grande efficacité sur la pertinence de la décision politique. Vous pensez à quel genre de doublons ? C'est-à-dire il y a des doublons, par exemple sur l'aspect de la compétence économique, entre des administrations centrales qui sont à Bercy et le rôle des régions, par exemple. Oui, tout à fait. Vous avez une idée des économies que ça peut générer ? Non, mais disons que là, c'est un travail que je vais mener d'ici 1 heure, puisque je rencontre Catherine Vautrin, où nous allons bien sûr faire des propositions. Les présidents de région, nous avons travaillé sur la question des aides aux entreprises, sur la question aussi des transports en commun, et en particulier le train, l'investissement ferroviaire qui est absolument indispensable, aussi bien dans les territoires ruraux que dans les métropoles. Carole Delga, sur les fonctionnaires, Michel Barnier dit voilà, on pourrait ne pas remplacer tous les fonctionnaires quand ils ne sont pas en contact direct avec les citoyens, tous les fonctionnaires qui partent en retraite. Est-ce que malgré tout, quand on voit le nombre d'administratifs qui ne sont pas en contact direct avec le public, qu'on peut avoir peut-être à l'hôpital, qu'on peut avoir dans un certain nombre de services publics, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu de marge de manœuvre ? Dans tous les cas, je veux dire, nous sommes toujours ouverts à une réforme. Mais moi, où je suis quand même un peu étonnée, c'est que là, c'est l'archétype de la réaction de l'homme de droite. En premier, on commence à s'attaquer aux fonctionnaires. Enfin, je me permets quand même de rappeler que les services publics, en France, c'est ce qui permet à la République de tenir debout. On a besoin quand même de plus d'enseignants. Et je me permets de vous rappeler que nous avons un manque d'enseignants. Justement, il ne parle pas des enseignants, il ne parle pas des médecins, il ne parle pas des policiers. Je me permets aussi de vous rappeler qu'au moment du Covid, c'est parce que nous avons eu un système hospitalier qui était solide. Je me permets aussi de vous rappeler que quand il y a des catastrophes naturelles, on a besoin de services de sécurité. Donc, je veux dire, cette petite musique que c'est forcément vers les fonctionnaires qu'il faut se tourner. Pour vous, c'est pas possible. Fait... Il n'y a pas un seul poste de fonctionnaire qui peut être supprimé. Non mais attendez, je gère... Non, j'essaie de comprendre. Non, je vais vous expliquer. Je gère une collectivité où il y a 6700 agents. Gérer une collectivité, une entreprise de 6700 agents, ça demande en effet d'avoir une réflexion sur la pertinence. Mais de vouloir présenter les fonctionnaires comme la source du mal, ce n'est pas vrai. C'est pas tout à fait ce qu'il a fait d'ailleurs. Non mais voilà, mais en même temps, on ne peut pas stigmatiser les fonctionnaires. Notre pays, il a besoin de fonctionnaires qui aient des évolutions. C'est à mener en relation avec l'évolution des missions, mais commençons à mettre en place une France plus décentralisée et donnant plus de moyens aux régions, aux départements et aux communes. Et dans cette ligne-là, vous disiez il y a 2 minutes, pourquoi pas fusionner et éviter certains doublons. Donc Tout à fait, mais ça c'est exactement. Ça c'est un travail que je vais mener dans moins d'1 heure avec Catherine Vautrin. Concernant les collectivités territoriales, vous allez sans doute en parler, Catherine Vautrin, puis aussi à Matignon, parce que je sais que vous avez rendez-vous avec le conseiller, le préfet Cadeau, qui est en charge de tout ça auprès de Michel Barnier. Alors vous avez vu ce rapport de la Cour des comptes qui évoque ce volant de 100 000 fonctionnaires des collectivités territoriales qui pourrait permettre, si on supprimait ces postes, de gagner 4,1 milliards par an à partir de 2030. Michel Barnier dit hier soir, je ne veux pas montrer les gens du doigt, mais quand même, est-ce qu'il y a dans les collectivités locales et territoriales un volant d'économie possible ?
Je voudrais quand même rappeler une réalité. Dans les années 90, la part des collectivités locales dans la dette nationale, c'était 9,4%. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes à 8%. Donc vouloir dire que les collectivités locales gèrent mal, c'est faux. De dire que dans l'action publique, il faut toujours s'adapter. Il faut savoir interroger nos situations, bien entendu. Voilà, on n'est pas dans le dogmatisme. Vous savez, quand vous êtes président de région, ce que vous avez comme obligation, c'est d'amener des réponses aux concitoyens. Vous avez une obligation parce que vous êtes sur le terrain matin, midi et soir. Et quand vous êtes présidente d'une région de 6 millions d'habitants, vous devez aussi mener des politiques pour lutter contre le réchauffement climatique, développer les trains à 1 euro ou les énergies renouvelables. Pour être très concret, vous dites, voilà, vous n'excluez pas de faire éventuellement des efforts, d'apporter votre pierre, j'allais dire. Sur quoi vous pourriez les faire? Alors peut-être vous n'avez pas envie de le dire, mais sur quoi une collectivité comme la vôtre peut faire des efforts? Alors, les régions, nous proposons depuis 2 ans d'avoir une remise à plat du système du financement des transports en France, où nous jugeons que la dépense publique pourrait être beaucoup plus efficace. Ça fait 2 ans que nous n'arrivons pas à avoir une réunion de travail sur ce sujet avec le ministère des Transports. Ce qui ne fonctionne pas, si vous préférez, c'est qu'il y a un investissement qui est trop faible en France, en particulier dans le rail. La France, elle investit 2 fois moins dans le rail que, par exemple, l'Allemagne. Et comment on peut faire sans dégrader la situation budgétaire? C'est avec de nouveaux systèmes de financement, avec des systèmes de financement type la société des grands projets que nous avons à mettre en œuvre. C'est la question aussi de la fin des concessions autoroutières. Parce que là, ce sont des milliards d'euros qui sont en jeu. C'est-à-dire vous êtes favorable à ce qu'on continue à faire payer des péages pour lever des fonds et sur les autoroutes qui sont déjà amorties. Aujourd'hui, vous avez en effet des recettes alors que payées par tous ceux qui utilisent les autoroutes, alors qu'il n'y a plus la dépense de la dette sur les financements de ces infrastructures routières. Donc, c'est dans mais continuer à faire payer le péage quand il est amorti, c'est difficile à faire entendre. Oui, tout à fait, mais c'est pour ça que les présidents de région, nous demandons à ce qu'il y ait une révision des conditions autoroutières pour justement avoir des financements pour le rail prioritairement, mais pas que, mais pour le rail prioritairement. Nous avons besoin de développer le rail dans les métropoles, dans les territoires ruraux. Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie, vous restez avec nous, on se retrouve juste après le fil info, 9h moins le quart, Damien Mestre. Les conditions sont réunies pour une reprise du trafic en Corse. C'est le ministre des Transports qui le dit ce matin. Trafic bloqué hier dans l'ensemble des aéroports et des ports. Conséquence d'une grève surprise sur fond de tension entre la collectivité corse et l'État concernant la gestion des infrastructures. Le Premier ministre à la rencontre des agriculteurs. Aujourd'hui, déplacement en Auvergne. Michel Barnier qui promet de faire une pause sur les normes. Les agriculteurs en ont ras-le-bol des contraintes, dit-il. 37 morts en 24 heures, c'est le bilan dressé par les autorités libanaises. De nouvelles frappes israéliennes ont touché cette nuit le sud de Beyrouth. Israël qui promet de continuer à porter des coups sévères contre le Hezbollah. Et puis la deuxième journée de Ligue Europa de football, coup dur pour l'OGC Nice, sanctionné 4-1 par la Lazio à Rome. Victoire en revanche et avec le même score pour l'Olympique lyonnais face aux Glasgow Rangers. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie, présidente aussi de Région de France, vous le soulignez à l'instant. Et Michel Barnier hier a aussi parlé d'immigration. Ça a été un sujet très présent sur le début de ce gouvernement. C'est moi qui fixe la ligne, dit le Premier ministre, en réponse à tout ce qui a pu être dit autour des déclarations de Bruno Retailleau. Il laisse entendre que l'immigration est une chance. Dont acte ? Oui, je pense qu'il vaut mieux que ce soit traité à Matignon que par Bruno Retailleau, qui a quand même tenu des propos indignes sur la question de l'état de droit. Là, on se demandait si on n'était pas avec le porte-parole du Rassemblement national. Donc, il faut rappeler que nous avons vraiment une immigration qui est continue depuis des siècles, parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'autre choix à cause de la guerre, à cause de la misère, et que nous avons un devoir d'accueil, que celles et ceux qui arrivent sur le sol français doivent
respecter bien sûr les lois de la République, mais oui, l'immigration, c'est une chance et nous avons la nécessité d'intégrer dans notre République avec dignité, mais aussi avec fermeté sur le respect des lois françaises. Dans les pistes qu'il ouvre, il évoque notamment l'idée d'utiliser les pays tiers, un peu façon Meloni en Italie. Nous allons travailler avec eux. Comment vous vous situez par rapport à ça ? Non, mais je pense que la question de l'immigration, elle doit être traitée à l'échelle européenne. Voilà, donc là, on doit, à la France, porter un message très fort au niveau de la Commission européenne, parce qu'il faut qu'il y ait des règles qui soient sur le continent européen et non pas gérées pays par pays. Ça n'a pas de sens, et c'est pour ça que nous devons être clairement dans une politique européenne. On doit être aussi dans une politique de soutien au développement des pays du Sud. Et c'est pourquoi tous ces sujets-là doivent être portés par la France à l'échelle de l'Europe. Il dit aussi qu'on peut mieux gérer l'AME, l'aide médicale d'État, qui est un sujet sensible, et notamment à gauche. Vous dites ligne rouge, là, on ne touche pas. Qu'est-ce que vous dites ? Écoutez, je trouve quand même 415 000 bénéficiaires. Je trouve ça parfaitement indigne de vouloir mégoter ou avoir une vision financière quand un homme ou une femme sont malades. Voilà. Moi, quand il y a un être humain qui est malade, on le soigne. Voilà. C'est un devoir d'humanité. Quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Non mais oui, quoi qu'il en coûte. Oui, parce que moi, je ne veux pas d'un système social et sanitaire qui conditionne le soin, soit à la couleur de peau, soit à la capacité de payer. Quand on voit ce qui se passe dans des pays où la santé est libéralisée, vous n'avez pas accès aux mêmes soins selon votre portefeuille. Ça, c'est inadmissible. Un homme ou une femme, quand il est malade, il doit être soigné. C'est un devoir d'humanité. Et arrêtons de mégoter sur ces sujets-là. En plus, il y a des raisons de santé publique, parce que plus tard, on soigne et plus les soins vont être coûteux. Mais commençons sur le départ. On respecte la personne humaine, et donc on soigne les gens qui sont malades, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur nationalité. La gauche n'a pas constitué ce gouvernement, on l'a tous constaté, elle a sa part de responsabilité là-dedans, et ça va nous amener aux réflexions qui sont en cours à gauche. Les Insoumis ne voulaient pas gouverner, on est d'accord ? Oui, dans votre nouveau Front populaire. On est d'accord, oui. Vous êtes clair là-dessus. Olivier Faure, en s'engageant pas clairement à pas censurer le gouvernement Cazeneuve, est-ce qu'il n'a pas aussi incité à ça, à ce que la gauche il faut quand même être dans une logique. La logique, c'est que le président de la République n'a pas souhaité nommer une personnalité de gauche en tant que Premier ministre. C'est parce que la faute revient. La faute revient au président de la République. Ensuite, sur la question de Bernard Cazeneuve, vous le savez, j'ai fait partie des socialistes qui soutenaient la candidature de Bernard Cazeneuve, comme de toute personnalité de gauche, comme j'ai soutenu la candidature de Laurence Tubiana, par exemple, aussi. François Hollande ne l'a pas soutenu clairement, par exemple, publiquement. Non, mais si vous préférez, qui est à vos côtés aujourd'hui. C'est aussi un enjeu de rapport de force, Carole Delga, et à un moment donné, le rapport de force, personne ne l'a vraiment imposé à Emmanuel Macron, dans la mesure où il y avait, semble-t-il, comme le disait Bérangère, voilà, du côté d'Olivier Faure, des doutes, du côté de François Hollande, un soutien qui existait, mais que personne n'a vraiment entendu. Bon. Moi, je pense qu'en politique comme dans la vie, on doit toujours soutenir les siens quand il y a une même vue de valeur de gauche. Donc c'est qu'il n'y a pas de même vue alors. Écoutez, moi je le regrette. Voilà. Moi, je suis une femme libre, je suis une femme socialiste et j'ai toujours soutenu les candidatures des personnalités de gauche, Bernard Cazeneuve comme Laurence Tubiana. Il faut censurer Michel Barnier la semaine prochaine ? Oui, je me suis déjà exprimée sur ce sujet. Oui, il faut le censurer parce qu'il faut censurer la décision du président de la République de ne pas respecter le vote des Français. Et après, il se passe quoi ? Mais après, on doit avoir une cohérence. On ne peut pas dire qu'on souhaitait un Premier ministre ou une Première ministre de gauche et valider le choix du président de la République. Oui, mais très concrètement, il y a un budget qui doit être voté, qui doit être présenté, qui doit être voté, qui est en train... C'est des délais qui sont des délais dans la loi. Oui, tout à fait. Donc vous assumez de dire, voilà, c'est pas grave, on censure le gouvernement tombe, le temps de nommer un gouvernement, le budget... Parce que vous jugez que ce n'est pas grave de ne pas respecter le vote des Français. Enfin, moi, sur le terrain... C'est pas ce que je vous dis, juste en pratique... Moi, je vous dis la vraie vie. La vraie vie, les gens, sur le terrain, ils vous disent, c'est une honte.
Voilà. Ils vous disent spontanément, mais la vraie c'est vie, une c'est honte, aussi les impôts, c'est le budget, les dépenses. La vraie vie, en premier, c'est de respecter le vote, l'engagement citoyen. J'étais à Cournon d'Auvergne en début de semaine, au sommet de l'élevage. J'étais sur le terrain en Occitanie aussi la semaine dernière. C'est unanime. Tout le monde vous dit, alors ça ne sert à rien de voter. On a voté et le président de la République s'en fout. C'est dans ces termes-là. C'est très grave pour la démocratie. Donc on ne va pas diluer les responsabilités. C'est très grave ce qui s'est passé en France. Et je pense qu'en effet, la gauche, les socialistes, ne doivent pas valider ce mode de processus du président de la République, parce que le contrat de confiance avec le peuple, c'est la primauté. La question, c'est est-ce que l'alternative est prête Est-ce que vous êtes prêt, oui, tout à fait. Plus qu'il y a 15 jours, qu'il y a un mois? Non, mais nous étions prêts il y a un mois. Il y a à gauche de nombreuses personnalités, que ce soit des élus, que ce soit aussi des présidents d'associations, des chefs d'entreprise qui sont prêts à gouverner. Alors ça, on est une équipe de France. C'est des mots, si je peux me permettre. Vous étiez à Saint-Ouen hier soir, oui, tout à fait. de Karim Bouamrane qui lançait son mouvement La France humaine. Et forte, un de plus. Ça sert à quoi tous ces mouvements? Vous serez aussi ce week-end à la Réole avec Raphaël Glucksmann. Ils étaient tous avec vous il y a quelques jours à Bram. Ça divise ou ça rassemble la gauche? Non, ce sont des mouvements qui rassemblent. Vous pouvez voir que nous sommes très nombreux. Nous sommes très nombreux. Et vous voyez d'ailleurs les mêmes personnes qui étaient à Bram en Occitanie, comme ceux qui étaient hier soir aux côtés de Karim Bouamrane. Nous sommes une équipe. Voilà, qui voulons changer la vie des Français, donc qui voulons gouverner. Et c'est une équipe d'élus, mais j'insiste, aussi de chefs d'entreprise, aussi de présidents d'associations. À Bram, il y avait Jérôme Bail, qui a été le leader de la contestation agricole, qui est venu travailler avec nous sur les propositions que nous avons à faire. Benoît Hamon était également présent à Bram. En clair, on est dans un nouveau nini de ni Jean-Luc Mélenchon ni Olivier Faure. Qu'est-ce qui vous distingue fondamentalement? Non, que ce soit bien clair. Nous avons toute cette équipe, donc Karim Bouamrane, Nicolas Mayer, Rossignol, Raphaël Glucksmann, Philippe Brun, tous nous avons la même volonté de pouvoir transformer l'essai que nous avons eu aux européennes, la tendance qui nous a été donnée aux législatives, et de pouvoir transformer la France et réconcilier les Français. Et ça peut se faire avec Olivier Faure à la tête du PS? C'est ni Macron, ni Mélenchon. On le sait toutes et tous. Donc nous, c'est ce que nous incarnons, cette gauche qui est profondément européenne, cette gauche qui est féministe, cette gauche qui aime l'entreprise, cette gauche qui est ferme sur les questions de sécurité. Je repose ma question, Carole Delga. Est-ce que ça peut se faire avec Olivier Faure à la tête du Parti Socialiste? Et ça, c'est un sujet qu'on réglera au moment du congrès. C'est fondamental. La ligne, c'est Olivier Faure. Les alliances, c'est Olivier Faure. C'est pas un petit sujet. Non, c'est pas un petit sujet. Mais sur ça, j'ai toujours eu, une parole très claire et là aussi très libre. Je pense qu'il était vraiment une erreur forte de dire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, que nous avions la nécessité de nous unir dans cette dissolution précipitée en ayant un contrat d'engagement que les mélenchonistes n'ont pas respecté dès le 7 juillet à 20h07. Et on doit tracer notre voie, on doit être une force collective en mouvement, on doit avoir des propositions, parce que Bram, en Occitanie, c'était toute une journée avec plus de 30 intervenants, avec des ateliers, avec la capacité de proposer, d'avoir un projet de société. Congrès théoriquement 6 mois après les élections législatives, donc ça nous mène à début février. C'est un délai qui vous convient? Il faut que ce soit plus tôt? Non, mais je pense qu'il faut respecter les statuts, tout simplement. Donc début février. Je demande au ministre de l'Intérieur de respecter l'état de droit. Je demande également que l'état de droit soit respecté partout. Et au sein du Parti Socialiste, on doit respecter nos statuts. Ça ne s'organise pas en 2 jours, un congrès. Non, mais c'est pour ça que... Ça doit vous demander, Olivier Faure, de déclencher les opérations maintenant. Tout à fait. En effet, c'est au premier secrétaire de lancer les opérations. Et je pense qu'en effet, c'est à peu près 6 mois. Je ne connais pas parfaitement les statuts du Parti Socialiste. Je suis plus sur le terrain que... Donc là, il faut s'y atteler, c'est ça que vous dites? Oui, tout à fait. Il faut s'y atteler. Candidate à la direction de ce parti. Clairement, vous voulez prendre le lead là-dessus? Non, on va être... moi, je suis candidate pour qu'on ait une ligne claire et des affirmations fortes pour un projet de société de gauche. Le projet de société de gauche, il doit être nécessairement incarné. Oui. Le nouveau Front populaire est mort dans votre esprit? C'est-à-dire que nous avons eu les mélenchonistes qui n'ont pas respecté. Je vous rappelle, il y a un écrit du nouveau Front populaire. Il y a un contrat d'engagement du nouveau Front populaire qui a été signé début juin.
Les mélanchonistes ne le respectent plus. Donc, ayons une union des partis, mais au-delà, on doit travailler pour la France du travail. Bon, ça veut dire en 2027 au moins 3 candidats de gauche à nouveau. Mais non, on n'en est pas là. Non, pas du tout. Non, travaillons pour les Français, la France du travail. Merci Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie, présidente de Région de France, d'avoir été l'invitée du 8h30 France Info ce matin. Et merci Bérangère Bonte. Merci Adrien.